François-Philippe Champagne, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Plaisir d'être avec vous. Alors, une surtaxe ou une taxe, en tout cas une barrière tarifaire de 100 pour les voitures chinoises, on comprend que ça protège les emplois ici, mais pour les consommateurs, est-ce que c'est pas se priver de voitures peu chères? Moi, je vous dirais, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie. Vous m'avez entendu ce matin. Bonne nouvelle pour l'industrie, bonne nouvelle pour nos travailleurs, non seulement du secteur automobile, parce que vous savez, une des grandes avancées du Québec récemment au niveau économique, c'est de faire entrer le Québec dans l'industrie automobile, mais aussi nos travailleurs de l'acier. Pensez aux gens de Contrecoeur, les gens dans l'aluminium, à Bécancour, au Lac-Saint-Jean. Et je vous dirais, M. Roy, là-dessus, sur cette question-là, je pense que les Québécois, les Québécoises qui nous écoutent, s'ils ont un choix, ils préfèrent avoir un véhicule qui va être fabriqué chez nous, qui va être fabriqué avec des standards environnementaux parmi les plus élevés, qui va respecter le droit des travailleurs et des travailleuses. Alors, je pense que vous avez vu les mesures qui ont été prises aux États-Unis. Dans un marché, j'allais dire, intégré de l'automobile en Amérique du Nord, c'était la bonne chose à faire pour protéger l'intérêt national. Et je pense que les gens à la maison comprennent très bien cette question-là, qu'on a tout avantage à être aligné avec nos partenaires américains, avoir des véhicules qui vont être faits chez nous, mais avec les plus hautes normes qu'on trouve dans l'industrie. Donc, vous dites, parce que les Américains l'ont fait, c'était difficile pour nous, comme c'est un réseau nord-américain, en effet, pour l'automobile, c'est difficile de ne pas le faire. Mais je repose la question. Non, mais j'allais dire, les consommateurs, quand même, attendent des voitures électriques moins chères. Mais d'un autre côté, puis juste pour revenir sur votre question, c'est pas nécessairement parce que nos voisins américains l'ont fait, mais c'est parce que c'est dans notre intérêt national. Vous avez vu, M. Roy, on a attiré des investissements générationnels au pays. On parle de 40 à 60 milliards d'investissements. C'est parmi les plus importants qu'on a vus parmi les dernières décennies. On va toujours bien protéger notre industrie chez nous. Et je vous dirais qu'il y a toutes sortes d'enjeux avec les véhicules évidemment chinois. Vous savez comme moi que la Chine subventionne, l'État subventionne. Alors, on est face à de la concurrence déloyale. Et face à ça, je vous dirais que, vous savez, la sécurité économique aujourd'hui, ça prime. Et les gens qui nous écoutent comprennent bien qu'on ne veut pas se retrouver avec des véhicules chez nous qui pourraient avoir des enjeux de sécurité, mais aussi, je vous dirais, qui sont faits avec un État qui, vous l'avez vu aussi dans l'acier et dans l'aluminium, on sait pertinemment que la Chine fait du dumping qu'on appelle, donc fait de la surproduction pour les écouler sur nos marchés. Alors, à un moment donné, on a déjà vu ce film-là. On va défendre nos industries, on va défendre nos travailleurs, puis on aura chez nous une industrie d'automobile forte pour les décennies à venir. Tesla, qui fabrique plusieurs de ses véhicules en Chine, est-ce que Tesla ne sera pas exempté, donc? Non, mais vous savez ce qui est arrivé? Ça, je vais vous le dire parce que je suis pas sûr que tout le monde à la maison le sait, mais quand il y a eu des tarifs américains, ils ont envoyé la production des véhicules qui étaient destinés au Canada vers Shanghai. Maintenant, évidemment, avec les tarifs en vigueur, bien, cette production-là va retourner en Californie de toute évidence. Donc, vous savez, on va retourner à ce qui était avant. Donc, les véhicules Tesla qui rentrent au Canada, selon les avec les nouveaux tarifs, vont certainement être faits dans l'avenir aux États-Unis, comme c'était le cas avant. Alors, ces véhicules-là vont continuer d'entrer au Canada, mais ils seront faits aux États-Unis. Okay. Est-ce qu'on s'attend à ce que les Chinois ripostent, par exemple, en donnant des tarifs sur les minéraux canadiens envoyés ou d'autres produits? Bien, il faut être prêt à tout. Mais vous savez, je pense que quand on regarde l'intérêt national, la sécurité économique du Canada, pensez à toute notre industrie de l'aluminium au Québec où on est un fer de lance, les aciéries qu'on a chez nous. À un moment donné, M. Roy, il faut nous aussi prendre des mesures qui défendent nos industries. Si on sait pertinemment que de l'autre côté, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui veut le commerce international. Vous savez, j'ai été ministre du Commerce international. On a signé des accords. On est le seul pays du G7 avec un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7. Mais à un moment donné, il faut que les gens respectent les règles. Quand vous avez un État qui ne respecte pas les règles et qui fait de la surproduction, qui essaie de l'écouler sur nos marchés, bien, je pense que les travailleurs et les travailleuses de l'industrie vous diraient, bien, à un moment donné, il faut se défendre nous autres aussi. On ne se fera pas manger la laine sur le dos, comme on dit chez nous. Donc, on prend des mesures pour faire face à ça. On envoie un message clair, puis on sera prêt à toute éventualité, évidemment. Parce qu'il faut comprendre, il faut que les gens comprennent effectivement ce que vous dites, le sous-texte, c'est que les Chinois subventionnent abondamment leur production de véhicules, ce qui fait qu'ils les envoient à un prix qui est plus bas que le prix même coûtant. Très bien. Il y a une raison, hein?
Il y a une raison pour qu'il y ait un prix comme cela. C'est sursubventionné au niveau de l'acier, de l'aluminium et des véhicules. Alors, on se défend. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'industrie, bonne nouvelle pour nos travailleurs puis l'ensemble des Canadiens. Restons une seconde dans la filière électrique. Nordvolt, vous avez été le pionnier. Vous êtes allé chercher avec le ministre Fitzgibbon. Il y a beaucoup d'argent. Est-ce que ça vous inquiète de voir que l'entreprise doit revoir le rythme de son développement? Qu'est-ce que ça veut dire sur le site québécois? Ça ne m'inquiète pas, mais on suit ça de près. Moi, j'ai toujours dit la destination est claire. Hein? Moi, je me rappelle, parce que la vision de Nordvolt, c'est quoi, M. Roy? C'est d'avoir la batterie la plus verte au monde. Alors, moi, quand je les ai rencontrés la toute première fois, je dis, écoutez, si ça, c'est votre vision, le seul endroit au monde où vous pouvez le faire, c'est au Québec. Maintenant, ceci dit, quand vous passez d'une technologie nouvelle, moi, je me rappelle toujours quand Henry Ford a introduit le Model T. Vous savez, à l'époque, M. Roy, il y a des gens qui disaient, ça va-tu fonctionner, ça? Des fois, j'ai comme l'impression qu'on est comme dans une charrette avec un cheval. On dit, ça va-tu fonctionner, ça, le Model T de Ford? Bien, je pense que 100 ans plus tard, on a compris que ça a fonctionné. Est-ce qu'il peut y avoir des ajustements sur l'échéancier? Peut-être. Mais je pense que la destination est claire. L'électrification des transports, ça s'en vient. Oui, Macro, vous avez raison. Des grands joueurs chez nous. Macro, vous avez tout à fait raison, mais il peut y avoir des joueurs... Il y a des constructeurs automobiles depuis 200 ans qui sont morts aussi. Est-ce que Nordvolt, vous avez confiance qu'ils ont les reins assez solides pour que ce projet-là au Québec se fasse? Moi, j'ai confiance. OK. Et puis, on va les suivre. On est avec eux. Puis, vous savez, ils ont quand même des grands partenaires, des gens comme Volkswagen et d'autres. Alors, vous savez, ils ont une usine en Suède. C'est des gens qui savent faire. C'est vrai qu'on voit un certain ralentissement présentement, mais c'est pas non plus... Vous le savez, M. Roy, quand on regarde l'histoire, vous parliez de 100 ans, 200 ans, c'est pas rare de voir un certain ajustement à court terme. Alors, ça, c'est ce qu'on voit chez certains constructeurs, mais il y en a d'autres qui vont de l'avant. Regardez, Volkswagen va de l'avant. Oui. Honda a décidé d'investir 19 milliards au Canada pour faire 4 usines, imaginez. Alors, Stellantis a fini son usine. Alors, je vous dirais que, vous savez, dépendant d'un constructeur à l'autre, mais la réalité, c'est qu'on s'en va vers l'électrification. Mais c'est que les noms que vous citez, c'est des gros joueurs de l'industrie qui sont allés en Ontario. Nordvolt, c'est une jeune pousse géante qui peut devenir peut-être géante, mais c'est quand même une jeune pousse. À voir, mais vous dites, il faut surveiller ça. On suit ça de près. Avec mon collègue, M. Fitzgibbon, avec nos collègues, on suit ça de près, puis on leur parle régulièrement. Certainement, parce qu'on veut les voir fleurir au Québec, puis d'avoir le marché nord-américain. Je ne peux pas vous laisser aller. Pourquoi vous avez dit non au PLQ? Résumez-moi ça en 40 secondes. Bien, un choix difficile, M. Roy, parce que, tu sais, moi, je peux me faire une vision économique du Québec. On a fait entrer le Québec dans l'automobile. On a amené Moderna chez nous dans le domaine de la biofabrication. On parle du corridor Albany-Bromont sur les semi-conducteurs. Au social, on est souvent en avant, les garderies, les médicaments à l'international, toutes les provinces. Vous êtes prêts avoir cette présence-là. Non, mais je vous dis, de se faire une vision grande de ce que le Québec peut être au 21e siècle, c'est facile parce qu'il y a des leviers qui existent au Québec. Maintenant, moi, j'ai dit, la meilleure façon pour moi de faire avancer le Québec, c'était d'avoir une voix forte à Ottawa. À un moment donné, il faut choisir. Mais c'est clair que c'est un choix difficile, puis je serai toujours là pour défendre les intérêts du Québec. Mais c'est non pour cette course-là, c'est sûr. Vous avez compris. Très bien. Est-ce que M. Trudeau devrait laisser sa place? Vous voyez, Kamala Harris, l'intérêt qu'une nouvelle candidature amène à un parti politique. Moi, je vous dirais que le focus qu'on a présentement, M. Roy, c'est vraiment, puis il l'a dit lui-même, j'ai vu l'extrait que vous avez passé, les gens veulent qu'on se préoccupe de leurs affaires. Il y a tellement d'enjeux sur l'abordabilité. Vous avez vu les mesures qu'on a prises, par exemple, en immigration aujourd'hui. On parle de logement sur les terres publiques. Les tarifs qu'on devait mettre. Il y a tellement d'enjeux pressants que la dernière chose que je pense que les gens veulent, c'est qu'on commence à se focaliser sur nous autres. Mais l'important présentement aujourd'hui, c'est d'avoir une vision pour l'avenir. Puis vous savez, l'espoir, c'est contagieux. Moi, vous allez me voir revenir en chambre. Il faut ramener cette énergie-là, une vision pour le pays, un pays gagnant, des opportunités, des possibilités. Mais donc, vous dites qu'il doit rester. Pour résumer, il doit rester. Exactement. C'est ce que je dis. François-Philippe Champagne, merci beaucoup de nous avoir parlé en direct d'Halifax, où se tient le Conseil des ministres automnal. Merci beaucoup. À la prochaine. À très bientôt. Merci, à bientôt.